Je m'appelle Jean-François Boclet, je suis martiniquais. J'y suis né et ai vécu près de 17 ans. Je suis artiste plasticien et auteur. J'ai d'abord vécu 6 ans dans la petite commune rurale du Saint-Esprit, comme André Aliquer, qui, avec son frère et sa mère, était des spiritains, un grand martyr martiniquais. Mon père était déjà un père toxique et violent, ma mère une femme souffrante. Mon père et moi sommes martiniquais. Ma mère est de l'Hexagone, originaire de la ville de Lille. Je dois dire que c'est une femme qui a su se faire accepter et aimer par les Martiniquais. Elle était commerçante. J'ai donc vécu au Saint-Esprit avec mes 2 frères dans la pharmacie Boclet et le laboratoire d'analyse médicale attenant. Nous avions la maison la plus imposante de la commune, en pierre de taille et bois du Nord. Je précise ici que je ne suis pas un héritier. Mon père a tout perdu de sa fortune, ceci légalement. J'y ai mes premiers souvenirs, c'est là que j'ai entendu pour la première fois Eugène Monat. Il m'a sauvé. Puis, j'ai vécu à Fort-de-France au 104 rue Victor Hugo. Et enfin, à Lens-Madame Schellcher. Je répète souvent que, à 19-20 ans, car je suis retourné après mon bac en Martinique, j'ai quitté la Martinique martiniquais. Car depuis petit, si mon père était violent et toxique, je n'étais jamais loin quand il parlait affaires, quand il concluait ses collaborations. Car il a été un très grand entrepreneur. Il a eu beaucoup de commerces que j'ai construits et dans lesquels j'ai travaillé par la suite. Par exemple, dans le haut de la rue Victor Hugo, à quelques mètres du bar L'Impératrice et de Roger Albert. Il a aussi organisé beaucoup de concerts de compas, salsa, soca, avec tout de même Celia Cruz, Tabou Combo, les frères Desjans et le grand Cheo Feliciano, que j'ai rencontré à maintes reprises tout petit. Mon père a failli faire venir Bob Marley, mais il a eu maille à partir avec la mère des Zouk Machines, m'a dit ma mère. Les week-ends, quand j'étais bébé et tout petit, on me mettait à dormir au-dessus du club de mon père. À 4-5 ans, je pouvais enfin y aller. Je me souviens de tout dans ce club qui s'appelait Les Arcades, à Lens-Madame Schellcher. L'immense pianiste martiniquais Francisco s'y donnait aussi. Mon père a fait construire son empire Boclet par ses 3 fils. Et dès nos 7 ans, nous travaillions dur. Il a eu aussi un restaurant très connu à Lens-Madame Schellcher, le Sunset, où se rendait le groupe Cassave, par exemple, Francky Vincent. J'y ai été le chef de la cuisine à l'âge de 19 ans. Voilà d'où je parle, la Martinique. J'ai toujours peint. C'était, avec les livres, ma seule activité en dehors de l'école. À 6 ans, j'ai même représenté dans un concours de peinture au niveau de Lille, ma commune du Saint-Esprit. Puis, au collège, j'ai été repéré par une enseignante d'art plastique, la sœur de l'artiste Bertha Nivore du groupe Fromager. Je me rappelle ses injonctions à peindre en couleur. Je suis martiniquais, je dois peindre en couleur. Elle a eu l'intelligence d'accepter mon refus catégorique. Je ne transige pas en matière artistique. C'est à 15 ans, âge où je vais être déplacé de force à Paris, une séparation de ma mère avec mon père qui l'a démolie,
Et elle a pris l'un de ses 3 enfants pour me protéger de mon père et pour que je poursuive mes études. Mes enseignants lui avaient dit que je devais absolument poursuivre loin mes études. À 15 ans, j'ai commencé à peindre et à écrire très intensément. C'est devenu le centre de ma vie. L'art m'a sauvé. Je suis devenu artiste là où ma mère est devenue folle. Elle a littéralement manifesté à cette époque une maladie psychiatrique très invalidante et envahissante. J'étais sa béquille, je la faisais hospitaliser quand je ne pouvais plus la soutenir, me tenir debout. Je suis devenu artiste sur le mode de la survie. J'avais perdu ma Martinique, j'avais franchi un gap civilisationnel, j'aurais pu y rester. À 18 ans, j'ai commencé un DUG de littérature moderne à Panthéon-Sorbonne avec le projet de faire les beaux-arts après. Mais je me suis vite ennuyé. Les grands auteurs français hexagonaux, ce n'était pas pour moi. Je venais du continent américain, des Suds, je savais un autre monde possible. C'est après cela que je suis allé en Martinique travailler dans le restaurant de mon père. À 20 ans, j'ai quitté la Martinique. Avec mon père, nous allions en venir au Coutla. Quand je l'ai compris, j'ai fui en quelques jours à Paris. Je suis rentré aux Beaux-Arts de Bourges, puis aux Beaux-Arts de Paris. À Bourges, j'ai développé un travail qui m'était cher, mais en taisant les prémices d'une pensée déjà décoloniale. À Paris, je me suis pris un mur dans le visage, car dans les années 1990, il n'était pas question d'aborder la question de l'histoire et de la mémoire. Mon enseignant d'alors m'a dit « On sait que tu es martiniquais, mais tu n'as pas à en parler. » Il est décédé au cours de ma 2e année. Après, j'ai eu des enseignants très en vue à l'école des Beaux-Arts de Paris. L'un d'eux m'a dit « Tu n'es pas un artiste. Quitte mon atelier. » L'autre ne voyait rien de sexy dans mon travail. Il ne le comprenait ni ne le soutenait en rien. Au sortir des Beaux-Arts, j'étais un peu perdu. Paris a été violent pour moi. J'ai posé malgré tout des formes. J'ai beaucoup donné mon énergie, en plus de l'art, dans l'activisme. D'abord dans la première association noire LGBTQI+, de France, Doubout. Doubout Poudinoula. Nous avions édité une revue très militante. Nous faisions aussi des actions de prévention dans la communauté. Après Doubout qui s'est autodétruite, j'ai été le secrétaire de rédaction, graphiste et activiste dans l'association et la revue Combat. Mon d'où je parle par rapport à la lutte contre le VIH-Sida est celui d'une personne séronégative qui avait pleinement conscience que l'épidémie, marqueur d'inégalité systémique, était au plus haut dans les Antilles-Guyane et sur le continent africain. C'est toujours aujourd'hui le cas. En 2001, j'ai réalisé à Ouagadougou, sur mes fonds propres, ma première performance culinaire, le mouton et le colombo, dans le centre Oasis, un lieu accueillant des femmes et leurs enfants vivant avec le VIH-Sida. Elles m'ont tant donné que j'ai posé ce geste performatif. J'ai aussi travaillé la photo avec les enfants, leur donnant à chacun un appareil jetable pour photographier ce qui avait lieu dans le centre. C'est aussi en 2001 que j'ai réalisé pour la première fois l'installation monumentale « Tout doit disparaître » dans les salles d'exposition de l'espace Oscar Niemeyer au siège du Parti communiste français. À 27 ans, mon ami cher, le pianiste classique et contemporain Alexandre Tarot, m'a beaucoup soutenu dans mon travail artistique. Alors, je n'avais aucune perspective sur la scène française. J'étais martiniquais de la génération sacrifiée. En 2004, avec Alexandre et le compositeur d'origine martiniquaise Thierry Pécou, nous avons conçu un projet musical et plastique Outre-mémoire. Nous l'avons inscrit dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe
En 2013, nous l'avions inscrit pour la dernière fois à la Philharmonie, Cité de la musique à Paris. Thierry a composé une œuvre majeure, gravée chez le label Eon, et moi, j'ai conçu une série d'installations monumentales en mémoire de la déportation des Noirs vers les Amériques et leur mise en esclavage, mais aussi en mémoire du génocide des peuples autochtones du continent. Des travaux que l'on verra par la suite de par le monde. Tout doit disparaître en 100 mètres carrés, boats, zones d'attente, allées simples, consommation raciale. Je me sentais alors en phase avec les études post- et décoloniales. Mais la scène française, c'était le rejet absolu. Éloigner de moi ce que je ne souffre de voir. Drôle de souffrance mal placée. Par la suite, j'ai eu quelques occurrences dans l'Hexagone, mais c'est bien l'international qui a eu vent de mon travail. Là où j'étais invisibilisé sur la scène française, l'international, 4 continents, m'a ouvert la porte de leur plus grand musée, mais pas que. Également de 14 biennales internationales. Le musée Van Gogh d'Amsterdam, où je répondais à une rétrospective de Gauguin en Martinique, la Saatchi Gallery à Londres, avec Tout doit disparaître. Charles Saatchi a acquis cette installation. Lui qui parle peu et encore moins aux artistes, est venu me voir un matin pour me demander si j'avais bien conscience que mon œuvre était celle qui avait fait le buzz dans l'installation, dans l'exposition. Pangea, New Art from Africa and Latin America. Il faut savoir que cette exposition a eu à l'époque le plus grand nombre de visiteurs à Londres. Je n'en ai tiré fort heureusement aucun orgueil mal placé. Car après, il me fallait retourner vivre dans l'Hexagone, dans l'anonymat. Nous en discutons souvent avec les grandes figures de la scène décoloniale à Paris, les penseuses. Nous faisons le constat qu'être décolonial depuis l'Hexagone nous fait marcher sur le tranchant du coutelas. C'est épuisant, c'est vivifiant. Mon travail est pluriel. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les migrations forcées contemporaines, la Méditerranée. Aller simple, tient de ça. Chute, des hommes tombent, par exemple. Boat aussi nous parle de cela. J'ai bien sûr travaillé sur toute la polysémie de la banane dès 2006. Les bananes qu'on l'on jette sur les footballeurs noirs dans les stades de foot, puis le chlordécone, le cadeau de Paris et de nos grands planteurs. À l'invitation de Claire Toncon, je me suis habillé à Miami en 2018 de colère, de cyclone de force 5, celui qui met au sol la monoculture de la banane. Pour Nuit Blanche 2024, toujours à l'invitation de Claire, j'ai pu investir le théâtre de la ville, place du Châtelet à Paris. Claire collaborait alors avec mon grand ami curateur et critique David Démétrius. Là, je me suis associé de nouveau avec Thierry Pécou et mon neveu Julien Beauclé. Il est chorégraphe, danseur, comédien et auteur. J'ai été le directeur artistique d'une performance musicale et chorégraphique I Can Breathe. Un dire du corps colonisé en regard du travail fondamental de Frantz Fanon et un dire du présent des assassinats policiers des Noirs aux États-Unis, mais aussi dans l'Hexagone et en Guadeloupe. Nous travaillons avec Julien à une version 2, cette fois de 1h10. Fanon n'a pas surgi dans ma vie en 2024. Je l'ai lu à 20 ans. Déjà en 2018, mon grand ami curateur et critique colombien Raider Orsini a écrit à mon propos « Fanon est l'arme, Beauclé est la balle ». C'est lourd à porter. Je vis à Paris éloigné, mais pas hors sol. J'ai beaucoup d'amis chers en Martinique, Guadeloupe, Guyane, toujours françaises.
des artistes, des curateurs comme David, qui est retourné vivre en Guadeloupe. Tout cela n'est pas si simple, car parfois on me fait bien ressentir que j'ai quitté la Martinique. Tu sais de quoi je parle? Tout le monde ici, ou là-bas, sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Je préfère m'en tenir à mes liens profonds d'amitié plutôt qu'à l'inimitié et à la violence. Et je tiens à dire que je tiendrai haut, vaille que vaille, le drapeau de ma terre tant aimée. C'est d'ailleurs pour cela que l'on m'invite de par le monde. Parce que je suis martiniquais, caribéen, américain. Un artiste des Suds. Un regret qui m'atteint profondément est le peu d'invitations que j'ai venant de ma Martinique si chère. Il faut savoir que je ne voyage que lorsque je suis convié en tant qu'artiste. J'y ai exposé pour la première fois en 2006, invité par la DRAC Martinique époque Brébion. J'ai intitulé cette exposition à l'Atrium Galerie André Arseneck, Acte en retour. Cette exposition a beaucoup compté dans mon parcours, j'étais chez moi. Par la suite, j'ai été savamment boycotté par cette DRAC époque Brébion. En 2008, j'y ai été invité à exposer, bien sûr par Brébion, à la Fondation Clément. J'y suis allé. J'avais à parler au maître de la Martinique. Je lui ai dit au vernissage, « Mon métier d'artiste sera de vous rendre dans l'avenir la partie la plus difficile, m'exposer, m'acheter. » Depuis, on le sait, je me suis tenu à ma parole et cela me coûte beaucoup en termes pécuniaires. Mais je me dois à mon pays. Sur le pourquoi de cela, je vous renvoie au manifeste que j'ai écrit en 2024 et que j'ai diffusé largement et qui, je le sais, a beaucoup circulé, même en dehors de la scène artistique. En 2011, j'ai exposé au domaine de Font-Saint-Jacques, mais invité par José Manuel Noceda, mon ami curateur cubain. C'est grâce au CRA, en 2024, que je vais reposer le pied à l'aéroport du Lamentin. Je remercie très chaleureusement mes amis Henri Tolio, Bruno Creuset. J'ai souhaité en 2024 adhérer au réseau indépendant guadeloupéen d'artistes, de travailleuses et de professionnels de l'art RITA, dont le président est mon ami cher Olivier Marbeuf. J'ai bien sûr un statut spécial comme je suis martiniquais. Je suis fier et ému d'avoir été accepté dans ce réseau. J'ai hâte de voir un RITA en Martinique. Dans ma vie, ça a commencé sur les bancs de l'école, l'écriture, au séminaire collège de la Vierge Marie. Je prenais prétexte des fiches de lecture, d'ouvrages pour écrire, pour me dire, à partir d'une littérature eurocentrée et même exclusivement hexagonocentrée. Stendhal, Zola, Boris Vian. J'aimais Zola. Mais j'ai toujours mis le holà à ne pas lire du Balzac. J'en ai choisi un presque au hasard. J'ai eu de la chance d'avoir eu une enseignante qui a cru en mon écriture, à ce qui se jouait là pour moi. Elle a participé comme ma mère à me sauver, car j'étais en péril. La violence paternelle, la souffrance de ma mère, la violence de ma terre, dont j'avais pleinement conscience, très jeune. La folie martinique, quoi. C'est à 15 ans que j'ai commencé à écrire sans le prétexte de la littérature, des auteurs, c'était pour survivre, pour ne pas devenir fou. Puis après les beaux-arts, l'écriture s'est logée dans mon travail plastique. Tu me copieras, The Tears of Banana Man, les anthropologies poétiques, Political Jam. Mon écriture poétique, réduite le plus souvent à une très courte phrase, est devenue prose en 2021. Là, ma vie a changé. Les arts plastiques m'ont beaucoup esquinté. Beaucoup de violence, l'écriture me fait respirer. Je n'ai d'abord pu écrire de la prose que depuis mes Suds. Paris m'asphyxie. Les chroniques de Mamoudzou, écrites
de 2021 à 2023 à Mayotte, les chroniques de la possession écrites à La Réunion en 2022, les chroniques dakaroises, c'est un titre en cours, les chroniques d'un acte en retour écrites en 2024 à Sainte-Anne, en Martinique, invité par le CRA en résidence. Jusqu'à fin 2024, je ne pouvais écrire depuis Paris. Ici, je n'y suis pas. C'est là que j'ai commencé à écrire les chroniques de Bengué. Bengué est un mot du riche argot, une langue à part entière, de la Côte d'Ivoire. Bengué, c'est Paris, c'est la France. La vie à mon atelier, qui est un tiers-lieu, où je reçois mes amis chers, des personnes en rupture, des sans papier, sans domicile fixe, bien souvent sans respect de par la société hexagonale. Beaucoup d'addictions, des parcours en psychiatrie, en détention parfois. Nous formons une communauté. Nous nous voyons aussi à 30 mètres de mon atelier depuis une dizaine d'années, à même la rue, autour d'un banc. J'ai appelé ce lieu Katchima. Je l'anonymise. Je me rends aussi dans d'autres lieux dont je ne peux parler ici. Si la poésie répondait à une urgence, bien souvent politique, les chroniques sont une forme dont je me laisse envahir avec délice. J'ai aujourd'hui 2 vies, je dors donc très peu.